Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je dois dire, avant de commencer, je suis tout à fait reconnaissant à la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire de m'avoir invité. Et je suis en même temps très ému, particulièrement ému, je le dis franchement devant toute l'assistance. Je suis très ému d'être en présence de 3 présidents, Barakallah, de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, et mon maître, bien sûr, le professeur Boujner, et mes amis et collègues et copains de promotion, Sious Ben Amr et Abdallah Mahlawi. Donc, je suis ravi d'être parmi vous. Alors, je vais vous parler je dirais, d'une problématique. C'est un peu étonnant. Moi-même, je suis un peu, entre guillemets, étonné de parler d'une seule molécule dans l'hypertension artérielle. Alors que depuis 2013 et 2018 et 2024, on prône de façon acharnée, je dirais, l'utilisation d'une bithérapie, voire d'une trithérapie. Alors, je vais vous parler d'une monothérapie. Vous allez comprendre que je suis assez pragmatique, certes, mais je vais essayer de développer un peu cela de façon très pragmatique et très correcte en se basant sur des études. Pas toutes les études, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps, mais un certain nombre d'études. Alors, je vais vous parler d'une classe, en fin de compte, d'une classe de médicaments qui agissent sur la pression artérielle. Ce sont les inhibiteurs des canaux calciques, donc essentiellement les dihydropyridiniques. Alors, c'est des médicaments qui sont, je dirais, efficaces dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, mais qui ont eu une petite problématique au cours de leur développement, ceux de première et de deuxième génération, du fait qu'ils ont, je dirais, pas mal de problématiques en termes d'effets indésirables. Donc, ça leur a un peu entaché je dirais, leur réputation, et ça a diminué un peu leur utilisation au cours du temps. Alors, je vais essayer de voir avec vous qu'on peut quand même les défendre. On peut les défendre comment? En ayant une autre molécule qui est la lercanidipine, qui est un inhibiteur calcique de 3e génération, dont l'action s'installe de façon progressive, et je répète bien le fait de dire que c'est une installation de façon progressive et qui se prolonge sur les 24 heures, comme tous les médicaments réputés actuellement pour être pris en une seule prise. Des études cliniques, bien sûr, ont été faites et ont montré que c'est une classe de médicaments qui a un effet identique, aussi bien en termes de cardioprotection que de néphroprotection. Ce sont les objectifs, en fin de compte, de prise en charge de nos patients hypertendus. Cette lercanidipine, bien sûr, induit, comme elle vient en 3e position, je dirais c'est une 3e classe, c'est une classe qui vient en 3e génération, c'est une molécule qui entraîne moins de tachycardie réflexe et moins d'œdème périphérique. Les deux grands écueils de l'utilisation des médicaments inhibiteurs calciques. Donc c'est un antagoniste de 3e génération qui peut s'avérer vraiment utile dans la prise en charge de nos patients. Je ne tiens pas à vous rappeler et ne pas vous offenser pour vous rappeler que les inhibiteurs calciques, il y en a 2 grands groupes, il y a les dihydropyridiniques et les non-dihydropyridiniques. Et là, bien sûr, nos amis rythmologues tout à l'heure utilisent énormément les non-dihydropyridiniques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les dihydropyridiniques. En tête de ligne, c'est la lercanidipine. Alors, le véritable problème de cette classe de médicaments, c'est que ça entraîne, comme je viens de vous le rappeler, des œdèmes des membres inférieurs, des bouffées de chaleur et des céphalées, et quelquefois même des troubles urinaires. On a eu même des problèmes avec la prostate chez les hommes, bien sûr, et quelquefois une hypertrophie gingivale. Donc, ceci constitue véritablement une problématique pour nous en termes de prise en charge. Mais est-ce que, grâce à la pharmacologie de la lercanidipine, on arrive à juguler ce genre de problématique? En effet, sur le plan pharmacologique, elle présente une originalité qui est très importante, c'est le fait qu'elle est lipophile. Et cette lipophilie est responsable d'une durée d'action qui est prolongée, aux alentours de 30 heures. Hein, elle arrive malgré le fait d'avoir une demi-vie plasmatique qui est faible, aux alentours de 6 à 8 heures, mais on arrive à avoir une durée de vie, une durée d'action qui est aux alentours de 30 heures. Donc ça, c'est très très important à savoir. Autre chose, c'est qu'il y a un fort coefficient de partition membranaire, et ça, je rentre dans la pharmacologie, c'est-à-dire que
je pense que ce sont des rappels pour vous, mais c'est de la pharmacologie pure. Donc il y a un fort coefficient de partition membranaire et une grande sélectivité au niveau du tissu vasculaire. De ce fait, on aura beaucoup plus une action vasculaire myorelaxante, donc vasodilatatrice sur les artères périphériques, donc une action périphérique, sans grande action au niveau du cœur avec la tachycardie réflexe et tout ce qui s'associe à cette tachycardie et fait la mauvaise réputation de ces dihydropéridiniques. Autre chose, et je rentre encore dans la pharmacologie, j'insiste, mais rassurez-vous, je ne vais pas rester beaucoup là-dessus, c'est que cette lercanidipine agit essentiellement de par sa forme S énantiomère. Ce n'est pas la forme L, et c'est elle qui est 100 à 200 fois plus affinée vers le canal calcique, et c'est elle qui est effective. Donc, c'est ce qu'on a maintenant sur le marché. Donc, après administration par voie orale de la lercanidipine, elle est rapidement absorbée, elle est fortement liée aux protéines, plus de 98%, donc, et éliminée dans les urines dans à peu près 50%. Raison pour laquelle la lercanidipine est aussi très intéressante chez les patients qui ont de l'insuffisance rénale, et la plupart d'entre vous, vous savez très bien que nos amis néphrologues utilisent énormément la lercanidipine pour traiter leurs patients hypertendus. Autre chose, de par cette propriété lipophile aussi, on a une distribution rapide au niveau des tissus et des organes. Donc une action diffuse de l'ensemble de l'organisme. Là, je vous rappelle un peu que cette affinité est importante et elle est plus importante que l'amlodipine et la lacidipine pour le récepteur calcique. Donc ça, vous voyez un peu les courbes, c'est du côté, on est 25% à peu près plus sélectif pour le récepteur calcique, donc essentiellement vasculaire, donc c'est quand même très important à savoir. Autre chose qui est aussi, je dirais, qui fait la force de la lercanidipine, c'est le fait qu'elle a un effet prolongé et on a un rapport Vallée-Pic, vous connaissez très très bien l'intérêt du Vallée-Pic pour la stabilité de la pression artérielle qui est supérieure à 75%. Donc c'est quand même quelque chose de très important à savoir. Et contrairement aux autres inhibiteurs calciques, aux dihydropéridiniques calciques, qui produisent d'accord une forte vasodilatation, mais du fait d'un pic sanguin qui est très important au début, on peut avoir des tachycardies réflexes par la suite et une mauvaise répartition sur le nictémère de ces médicaments dihydropéridiniques, contrairement à la lercanidipine qui, au contraire, a une meilleure répartition sur les 24 heures et on n'aura pas une action importante au niveau du système sympathique, donc moins de tachycardie réflexe, et ça c'est très important. Une revue rapide des effets indésirables, là, la lercanidipine à 10 ou 20 mg, donc forte dose, vous voyez très bien que la plupart des effets que l'on va avoir sont pratiquement identiques au placebo, donc vous pouvez l'utiliser de façon, je dirais, répétée pour vos patients et les prendre en charge de façon la plus efficace. Bien sûr, quand on a un médicament qui appartient à une classe, il faut dire c'est un effet de classe ou pas un effet de classe. D'accord, c'est un effet de classe, c'est une dihydropéridine, certes, mais qui a moins d'effets indésirables. Et là, vous voyez très très bien que par rapport à l'amlodipine, qui est la référence aussi, entre 5 et 10 mg, vous avez par exemple, pour l'œdème périphérique, vous avez à la forte dose de l'ercanidipine 2% d'œdème périphérique, alors que quand vous êtes à la forte dose d'amlodipine, donc 10 mg, vous êtes à peu près à 10%, voire 11% d'œdème des membres inférieurs. Cela constitue bien sûr un grand frein. On s'est basé sur quoi pour dire ça? C'est des études qui ont été faites, c'est des études randomisées. Alors je vais vous citer deux études, il y a l'étude cohorte et une autre étude dont je vais vous parler tout à l'heure, où on a vraiment comparé cet effet sur l'œdème des membres inférieurs et on voit très bien qu'à 3 mois, on a moins d'œdème des membres inférieurs avec la lercanidipine qu'avec l'amlodipine, et ça c'est très bien visible. La deuxième étude, je vais passer rapidement, rassurez-vous, l'étude Ellipse aussi, qui montre qu'il y a moins de bouffées de chaleur, moins d'œdème des membres inférieurs, et aussi, et ça c'est ce que je vous ai dit au début, il y a moins d'action sur le système sympathique, donc moins de tachycardie réflexe grâce à cette lercanidipine. Là je termine avec ce que je voulais vous dire sur le plan pharmacologique, et je pense que je vous ai convaincu sur le fait que ça entraîne moins d'effets indésirables, moins d'œdème des membres inférieurs, moins de tachycardie réflexe, moins de bouffées de chaleur. Donc tout ça pour vous dire que c'est une molécule actuellement disponible et surtout très efficace
et surtout entraînant moins d'effets indésirables. Et on sait très bien que pour nos patients hypertendus, il y a ce qu'on appelle la persistance dans le temps, dans la prise de médicaments. Et on sait très bien que les médicaments les mieux tolérés, ce sont les ARA2. À 1 an, vous avez 60% de vos patients qui se sentent encore sous traitement antihypertenseur, alors que pour le reste des médicaments tels que les bêta-bloquants, ils sont à peu près à 30%. Donc là, on est en position intermédiaire. Pour les inhibiteurs calciques, on est à 40-50%. Avec l'allercanidipine, on va avoisiner à 1 an, comme pour les ARA2, quelque chose aux alentours de 60-65% de persistance dans le temps, dans le traitement. Alors je vais voir avec vous un autre élément, puisque j'ai fait des réflexions avec vous sur la pharmacologie. Je vais voir un peu l'action éventuelle de l'allercanidipine. Alors quand vous prenez un médicament d'une classe thérapeutique, et vous savez très bien qu'on a 5 classes dans l'hypertension artérielle, une des classes, les inhibiteurs calciques, est-ce que ça entraîne une action spécifique sur les organes? Est-ce que ça protège les organes? Est-ce que ça protège le cœur? Est-ce que ça protège les reins? Ce qui est sûr, c'est que c'est la seule, je dirais, entre guillemets, dihydropyridine qui contribue à améliorer la protection rénale. Alors, plusieurs études, je ne vais pas rentrer dans le détail, cette action protectrice rénale est en rapport avec un phénomène, je dirais, pharmacologique aussi, c'est que c'est un vasodilatateur au niveau de l'artère afférente, au niveau du glomérule, vous connaissez très bien, je vous rappelle un peu de physiologie et de physiopathologie, au niveau du glomérule, pour diminuer, je dirais, la perte urinaire de protéines, qui est un facteur très important d'atteinte rénale, il faut baisser la pression intraglomérulaire. Et le fait de donner de l'allercanidipine, vous allez entraîner une vasodilatation de l'artère afférente et de l'artère efférente. Donc, automatiquement, vous avez une diminution de pression intraglomérulaire. Donc, éventuellement, comme ce qui est montré ici, par rapport à l'amlodipine et la félodipine, c'est le seul dihydropyridinique qui entraîne une diminution, je dirais une vasodilatation, une diminution de la pression intraglomérulaire et une vasodilatation de l'artère efférente et de l'artère afférente. Donc une diminution nette, et c'est très visible, grâce à 3 grandes études, l'étude DIAL, l'étude ZAFRA et l'étude Red Level, qui montrent qu'il existe une diminution nette de la protéinurie sous traitement par l'allercanidipine, comme ce qui est montré versus ramipril, et c'est identique pratiquement au ramipril, donc c'est un IEC. Donc l'allercanidipine est aussi efficace dans la néphroprotection, alors qu'on sait très bien que c'est surtout les IEC qui entraînent une néphroprotection. Donc l'allercanidipine est identique qu'un IEC. Vous avez une diminution de 50% de la protéinurie à 52 semaines de traitement, donc aussi efficace sur la néphroprotection. Ça, c'est l'étude ZAFRA. L'étude ZAFRA aussi s'est intéressée à des patients déjà insuffisants rénaux, et on a étudié la sécurité d'utilisation de l'allercanidipine chez l'insuffisant rénal, et bien sûr, est-ce qu'il y a un effet protecteur sur la fonction rénale? Effectivement, en premier lieu, vous avez une clairance de la créatinine qui s'améliore au bout de 6 mois, et vous avez une diminution au bout de 6 mois de tout ce qui est protéinurie en utilisant de l'allercanidipine. Donc l'étude ZAFRA l'a prouvé aussi, l'étude Red Level aussi, qui elle, là, elle a pris encore le dessus en se disant, oui, j'utilise une monothérapie, non, je peux utiliser une bithérapie et surtout utiliser un IEC qui, lui, est réputé pour être protecteur, mais en l'associant IEC, l'allercanidipine, IEC, amlodipine, est-ce que c'est efficace pour les deux ou est-ce que c'est identique? On se rend compte que c'est plutôt une efficacité qui va plutôt être une tendance, voire une efficacité plus importante sur l'association l'allercanidipine et enalapril. Donc, c'est quand même quelque chose de très important et bien attesté. On est d'accord là-dessus. L'allercanidipine est une molécule qui est néphroprotectrice, donc elle coche la rubrique néphroprotection de façon très très claire. Ça aussi, c'est une autre étude qui nous démontre aussi que c'est une étude qui est une sous-étude de l'étude Red Level, qui nous montre aussi qu'il existe bien sûr une diminution de la protéinurie. J'ai mis en rouge le fait, vous voyez, au bout de 6 mois, vous avez une diminution de la pression artérielle aux alentours de 130, ce qui est actuellement nos objectifs de 2024, alors que c'est une étude qui date de 2006. Donc, pour vous dire qu'à l'époque, déjà, on était assez précurseurs. Alors, on est efficace en néphrologie, certes, mais est-ce qu'on est efficace pour des sous-groupes de patients particuliers? Alors, pour le sujet âgé, vous savez très bien que le sujet âgé, il a des caractéristiques un peu particulières. Est-ce que c'est bien toléré chez le sujet âgé? C'est bien toléré.
ça diminue la pression artérielle. Vous voyez très bien que la systolique et la diastolique sont diminuées au bout de 4 semaines. Les guidelines de 2024 nous recommandent 1 mois, 3 mois, et il faut checker à 1 mois, voire changer de traitement à 1 mois et se retrouver en trithérapie. Nous, déjà, avec une monothérapie chez le sujet âgé, à 4 semaines, donc à 1 mois, on est déjà assez efficace. On est aux alentours de 146 mm de mercure. Je tiens à vous rappeler aussi que pour ce qui concerne la fréquence cardiaque, donc une activité sympathique qui est neutre, donc il n'y a pas de modification de la fréquence cardiaque, donc il n'y a pas de flush et de bouffée de chaleur associées. Là, ce sont les graphiques qui nous montrent tout cela. Je vais passer rapidement. Mais je vous ai parlé des sujets âgés, mais est-ce que ça agit? C'est le sujet aussi qui n'est pas âgé. Il faut se dire que ce n'est pas un médicament destiné pour le sujet âgé, il ne faut pas exagérer. C'est une classe thérapeutique qui peut agir à tous les niveaux. C'est l'étude que j'ai retrouvée aussi sur PubMed, l'étude Agathe, qui, elle, s'est intéressée. Est-ce que la lercanidipine agit sur une tranche d'âge particulière? C'est un peu antinomique, moi-même ça m'a paru un peu bizarre. Pour moi, ça devrait agir à tous les âges. Et effectivement, on prend une population de plus de 65 ans, moins de 65 ans, caractéristiques identiques, je passe assez rapidement. Là, vous avez une diminution de la pression artérielle qui est très très claire. Et ils se sont intéressés aussi à un effet très particulier, c'est l'œdème périphérique. On s'est rendu compte que l'œdème périphérique, la circonférence de la cheville, était identique chez des patients âgés ou jeunes. En plus, cette circonférence n'a pas augmenté dans le temps après prise de médicaments. Donc, ça corrobore le fait encore plus et ça apporte un plus en disant que ça n'a pas d'action vraiment sur la cheville. Donc, l'œdème au niveau de la cheville. Donc, cette étude Agathe est une étude qui a porté sur un grand nombre de patients. Elle a montré l'efficacité de l'automesure et de la mesure au cabinet. Ça, je n'en ai pas parlé, mais c'était ça aussi l'intérêt de cette étude. On peut l'utiliser et c'est efficace au cabinet et en automesure. Et bien sûr, c'est une monothérapie qu'on peut utiliser à forte dose et qu'on peut rajouter à d'autres médicaments. Cette efficacité, bien sûr, est objectivée par la prise automatique de la pression artérielle au cabinet et à l'automesure qui est vraiment efficace. Donc elle montre que c'est efficace dans les deux cas, prise de médicaments et prise de pression au cabinet et en automesure, c'est aussi efficace. D'autre part, elle est aussi efficace chez les sujets jeunes que chez le sujet âgé. Et ça, c'était le but de l'étude. Et même en passant à des doses très importantes de l'ercanidipine, on arrive à juste 3% d'œdème des membres inférieurs. Je vous ai parlé du sujet âgé, du sujet jeune, de tous les sujets âgés ou jeunes et de la néphroprotection. Mais est-ce que d'autres sous-groupes sont intéressés? Vous savez très bien que nous, quand on prend en charge l'hypertension artérielle, en réalité, on ne prend pas en charge l'hypertension artérielle. On prend en charge un patient hypertendu. Un patient hypertendu, et ça c'est depuis 2013 qu'on le sait, on prend en charge la globalité du patient et de son hypertension artérielle, de ses facteurs de risque. Ben, effectivement, là, cette étude nous le montre très bien, étude tout à fait ancienne, hein, 2002. Hein, je ne suis pas en train de réinventer l'utilité de la lercanidipine et des inhibiteurs calciques. On voit très bien que ça diminue la pression artérielle à 10 mg et à 20 mg. On est à 8 semaines déjà à 130 en 2002, monothérapie. On est aussi actif en améliorant, grâce aux mesures hygiéno-diététiques et grâce à l'éducation de nos patients, on améliore la glycémie à jeun et on améliore l'hémoglobine glyquée, ce qui est tout à fait remarquable. Je reviens aussi au basique en disant que inhibiteur calcique, est-ce que ça diminue la pression artérielle? Oui, ça diminue la pression artérielle autant que les IEC, autant que les ARA2. Donc c'est une classe qui est comparable à ces médicaments. Et grâce à la lercanidipine, on peut vraiment se comparer. Une autre bémol que je voudrais vous rappeler, c'est que si on regarde cette méta-analyse, 140 essais randomisés que vous connaissez très très bien, publiés en 2009, si on rentre dans le détail, on est efficace grâce aux différentes classes médicamenteuses sur la prévention de la survenue d'atteintes cardiovasculaires, d'atteintes cardiaques, donc d'atteintes coronariennes. Certes, toutes les classes sont efficaces, mais ce qui est à noter, et ça c'est sur le graphique à droite, c'est que les inhibiteurs calciques diminuent les accidents vasculaires cérébraux. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les accidents vasculaires cérébraux dans l'hypertension artérielle constituent un véritable handicap, surtout dans notre pays. Et je pense que je vous ai montré là vraiment tous les aspects, je dirais, de cet inhibiteur calcique qui est la lercanidipine. Mais comment l'intégrer dans nos guidelines? Moi, ma problématique, c'est ça. Comment l'intégrer, Madame Delis, dans les guidelines? Monothérapie. Khaldoum Belhamda parle de monothérapie pour les guidelines de 2024. Moi-même, je m'étonne aussi. Mais bon. Je vais vous convaincre. Alors,
Guidelines monothérapie. Guidelines monothérapie. 2024. Schéma habituel. Vous allez me dire, je n'ai pas inventé la médecine. 2024, on a les guidelines. Un grand nombre d'entre vous ont assisté à Londres. Moi, j'y étais pas. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais j'y étais pas. Monothérapie. Le reste, donc je ne parle pas. Les guidelines, il faut se prosterner devant. Il ne faut pas trop parler. Ça ne sert à rien. Il faut les appliquer. Il ne faut pas se poser de questions. Bon, je fais un peu de show là. Hein. D'habitude, je ne le fais pas, mais ce n'est pas grave. Je peux en faire, ce n'est pas grave. J'ai plusieurs casquettes. Monothérapie, c'est ça ce qui est nouveau. Est-ce qu'on peut utiliser la monothérapie? On peut utiliser la monothérapie. Dans 4 rubriques bien précises. Et c'est surtout celle-là qui m'intéresse. Celle-là, elle m'intéresse, certes. Je ne sais pas comment utiliser le pointeur, c'est pas grave. C'est surtout celle-là, cette toute nouvelle rubrique qui est une élévation de la pression artérielle, une nouvelle catégorie qui est apparue pour nous rendre encore plus pragmatiques. C'est ça ce qui est le plus intéressant. En cardiologie, il faut être pragmatique. Il faut être esprit carré. Il ne faut pas trop philosopher. La philosophie, ça ne marche pas en cardiologie. Alors, monothérapie, c'est très intéressant. Vous avez, bien sûr, l'algorithme devant vous. C'est très, très bien. Je reviens vers l'algorithme. Vous voyez, toute cette rubrique devant vous pour les patients chez qui on trouve une pression artérielle élevée. Si vous les évaluez et que vous trouvez que leur score de risque, ou vous les évaluez et que vous trouvez que leur score de risque est très élevé, plus de 10% sur le score 2 et le score 2 OP, score 2 diabète aussi, ces patients-là, ben, il faudra les mettre en mesure hygiéno-diététique et éventuellement les mettre en monothérapie s'ils ne répondent pas à leur prise en charge initiale. Donc, une grande partie des patients que l'on prend en charge correspond à cette catégorie-là. Et il faut les mettre sous monothérapie. Je vois que notre ancienne présidente, c'est vrai qu'il y a beaucoup de présidents dans la salle, je vous rends à tous un grand hommage. Et que ces patients-là, il faudra les mettre sous monothérapie. Là, on est d'accord là-dessus. Donc, j'espère que je vous ai convaincu là-dessus. Monothérapie pour les patients qui ont une pression artérielle élevée. Je ne vais pas me répéter, mais on pourra en discuter par la suite. Les patients âgés aussi, je viens de vous dire que la lercanidipine agit chez les patients âgés. C'est attesté par les guidelines. On ne peut que se prosterner. Alors, est-ce que cette monothérapie est efficace ou non? Oui, monothérapie, c'est efficace, hein, ça réduit, je reviens vers les chiffres. Bien sûr, on prend en charge un patient hypertendu, on ne prend pas en charge un chiffre de pression artérielle, mais là, je reviens vers les chiffres quand même. Je préfère revenir vers les chiffres. Ben, vous diminuez de 20 mm de mercure la pression systolique. Vous êtes quand même efficace avec la lercanidipine. Vous êtes efficace, ça c'est sûr. Vous êtes à 60% aussi d'atteinte d'objectifs tensionnels. C'est très important. Vous réduisez la pression artérielle centrale. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui réduisent la pression artérielle centrale. Elle est très importante, la pression pulsée, la pression centrale. Très important, ça réduit les événements. On parle souvent maintenant, et dans les guidelines de 2024, on parle de la rigidité artérielle, d'ailleurs qui doit être évaluée dans les pressions, hein, chez les patients qui ont une pression artérielle élevée, POPMètre et compagnie. On doit étudier la rigidité artérielle. Ben, la rigidité artérielle peut être aggravée, bien sûr, par cette pression pulsée. La lercanidipine diminue la pression pulsée. Donc ça, c'est très important. Est-ce que sur les 24 heures, et ça aussi c'est important pour la rigidité artérielle, est-ce que sur les 24 heures, on contrôle bien nos patients? Et là, cette étude, elle est toute claire, hein, 6 études randomisées. Lercanidipine, 81% à 10 mg, vous contrôlez les 24 heures. Rapport Valépic supérieur à 75%, je l'ai rappelé tout à l'heure. Avec, chez le sujet jeune et chez le sujet âgé, 10 mg, vous arrivez à être aussi efficace aux alentours de 80% de vos patients. Ils sont aux objectifs tensionnels pendant tout le nictémère. Bon, je ne vais pas être jusqu'au boutiste quand même. Monothérapie, certes, je la défends, mais pour un sous-groupe de patients. Bithérapie, bien sûr, bithérapie à faible dose. Une chose importante qui nous a été apprise de ces guidelines de 2024 à Londres, c'est qu'il faut évaluer vos patients entre 1 mois et 3 mois. Mais ce qui est recommandé, en fin de compte, dans les lignes, c'est qu'il faut plutôt aller à 1 mois. Au bout de 1 mois, il faut évaluer vos patients. Et là, bien sûr, quelles associations on va donner? Quelles associations?
Je reviens vers ce qui est ancien. On associe un IEC avec un inhibiteur calcique. La plus grande étude qui a été faite, je vais passer rapidement, parce que je sais que certains d'entre vous même ont assisté lors de sa présentation, en 2008, c'est l'utilisation d'un IEC plus un inhibiteur calcique chez des patients à haut risque. Et là, bien sûr, on voit très bien qu'en utilisant un IEC associé à l'amlodipine versus un IEC associé à l'hydrochlorothiazide, je tiens à vous rappeler que dans les guidelines, première ligne, c'est utiliser un IEC AA2 plus un inhibiteur calcique ou un diurétique. Ben, l'étude Accomplish a répondu à cette question, toute simple. Ce n'est pas la peine d'utiliser de l'hydrochlorothiazide, entre guillemets. Il faut utiliser un inhibiteur calcique. L'inhibiteur calcique, et ça, c'est les résultats, ils sont très clairs là-dessus, diminue de 20% les événements cardiovasculaires. Donc l'association, en réalité, c'est surtout inhibiteur calcique plus IEC. C'est ça ce qui devrait être recommandé. Autre chose, les œdèmes périphériques. C'est vrai que là, je reviens vers les œdèmes périphériques. Les œdèmes périphériques, ils sont plus importants avec bénazepril. Et bénazepril, on ne l'a pas comme IEC, mais nous, on a d'autres IEC qui sont aussi efficaces, plus amlodipine. Donc ça revient, cette histoire d'amlodipine qui entraîne beaucoup plus d'œdème des membres. C'est vrai que ça n'entretient pas quelque chose de grave, ça n'engendre pas d'éléments pronostiques, mais ça peut engendrer le fait que ça peut faire arrêter le traitement par le patient. Donc en conclusion, chez les patients à haut risque, bien sûr, il faudra donner une association IEC et inhibiteur calcique. D'autres sous-études, bien sûr, d'analyse secondaire aussi, nous montrent très bien que sur le plan protection rénale, on protège bien aussi nos patients en utilisant cette association IEC plus inhibiteur calcique. Alors, est-ce qu'il y a une association entre l'ercanidipine et IEC? Ben oui, il y a une association d'ailleurs qui existe déjà depuis plusieurs années et plusieurs études l'ont démontré. Là, je vous montre cette étude qui m'a paru très intéressante parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne parle plus d'hypertension artérielle, on parle de patients hypertendus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces molécules peuvent agir sur plusieurs éléments de la prise en charge du patient? Ben, cette étude qui a été faite, randomisée bien sûr, elle agit sur les marqueurs, je dirais, cardiovasculaires. Et là, bien sûr, vous avez cette association. On utilise soit l'énalapril tout seul, l'énalapril plus la lercanidipine ou la lercanidipine toute seule. Donc, automatiquement, vous avez le résultat, il est très clair. Vous diminuez la pression artérielle systolique avec les trois groupes, énalapril tout seul, lercanidipine tout seul, ou l'association énalapril-lercanidipine. Vous arrivez à diminuer la pression artérielle. Au bout de 6 mois, vous êtes aussi efficace et bien sûr au niveau des guidelines. Mais vous arrivez aussi, et ça c'est très important, d'agir sur les autres facteurs. Vous arrivez à agir sur le BMI, vous arrivez à agir sur la glycémie H1 du matin, sur la dyslipidémie, donc vous arrivez à agir aussi là-dessus. Vous arrivez à agir aussi grâce à cette association sur les éléments de l'inflammation, le TNF-alpha, la CRP hypersensible et la LP petit a, ce qui est très important. La LP petit a, vous savez qu'elle prend de plus en plus de place en cardiologie. Mais est-ce qu'on peut faire une autre association? Il n'y a pas que l'énalapril qui peut être associé à la lercanidipine, il y a aussi le valsartan. Le valsartan qui est un ARA2, donc on peut associer un IEC avec l'inhibiteur calcique lercanidipine, mais on peut associer aussi un ARA2 avec la lercanidipine. Et cette étude qui est très claire aussi, lercanidipine 10 mg ou association lercanidipine 10 et 80 valsartan ou 10, 160 valsartan, donc une forte dose. Schéma de l'étude qui est très clair. On a donné de la lercanidipine au début pour faire du run-on, comme on dit. C'est les schémas des études habituels. Puis on a donné les 3 groupes de patients. On voit très bien que les 3 groupes sont là. Ils sont assez identiques en termes de facteurs de risque, d'âge, de poids, d'antécédents, de traitement aussi. Et là, vous voyez très bien qu'on baisse de façon très importante les chiffres de pression artérielle avec cette association. Là, vous voyez très bien qu'on arrive à peu près, quand on associe l'ercanidipine 10 mg, valsartan 80 mg, on est à peu près 95% de répondeurs efficaces aux objectifs de la pression artérielle. Et ça, c'est très important. J'espère que je vous ai convaincu sur l'utilité de cet inhibiteur calcique. Je peux toujours discuter avec vous. Mais en conclusion, et je vais revenir sur des éléments basiques que l'on connaît très très bien, et moi, ce qui m'a surtout interpellé dans les guidelines de 2024, c'est cette rubrique très particulière qui est l'élévation des pressions artérielles avec un schéma de prise en charge auquel il faudra s'attacher. Nous autres, maintenant, on a une autre mission,
ce n'est pas de traiter les patients hypertendus. Il faut qu'on prenne en charge, qu'on traite. On peut les traiter, bien sûr, on arrivera à les traiter. Il faudrait qu'on prenne en charge ces patients de cette rubrique très importante auxquels il faudra y penser. Et bien sûr, et ça c'est une chose aussi très importante, on est devenu encore plus agressif, plus je dirais, incisif dans ce qui concerne les objectifs tensionnels 120, 129, 70, 79. Et bien sûr, je terminerai par vous dire une chose très importante. Cette diapositive, vraiment, elle est fantastique et on devrait l'appliquer, nous tous, à tous les niveaux. Il faut prendre en charge le patient de façon collective avec tous les intervenants pour arriver, bien sûr, à les prendre en charge. Et je dois dire que nous autres, en 2025, maintenant, on a vraiment de la chance. D'autres ont eu pas mal de difficultés il y a quelques siècles pour prendre en charge ces patients. Et je pense que vous, en tant que médecin, moi, je pense que je suis devenu comme ce monsieur. J'ai des patients comme lui et quelquefois plus jeunes, mais fini leurs problèmes quand ils viennent me voir. Et je pense que quand ils viennent vous voir aussi, leurs problèmes seront résolus. Et je vous remercie.